Donc, concernant nos travaux sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, mais également le projet de loi de finances, le PLF. Et nous accueillons donc pour ces travaux-là Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Bienvenue, Madame. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Madame la ministre, vous avez la responsabilité de deux branches de la sécurité sociale, les branches vieillesse et AT-MP, et plusieurs mesures importantes de ce texte concernent ces deux branches, en particulier, si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, le report de l'indexation des pensions de retraite, la réforme de la retraite agricole et la réforme du calcul des rentes AT-MP. De plus, vos fonctions vous amènent à porter un regard très attentif à l'évolution des allègements généraux de cotisations et contributions patronales portés par l'article 6, à la fois en termes d'emploi et de mobilité salariale. Enfin, s'agissant du PLF, la mission Travail et Emploi est l'une des plus concernées par les efforts budgétaires avec une baisse des crédits proposés de l'ordre de 10%. Madame la ministre, je vais à présent vous laisser commencer cette audition par un propos liminaire dans lequel vous nous donnerez votre vision du PLFSS et du PLF. Et puis très rapidement, nous donnerons la parole à nos sénateurs et je commencerai par nos trois rapporteurs ici devant. Tout d'abord, Madame Gruny au titre de la branche vieillesse, Madame Richer au titre de la branche AT-MP et Madame Pussat qui est rapporteure de la mission Travail et Emploi, rapporteur pour avis. Voilà. Voilà un peu. Donc, Madame la ministre, je vous laisse tout de suite la parole. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure générale, les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureuse, je dois dire très impressionnée de me présenter pour la première fois devant votre commission. Comme vous le savez, j'étais députée de Paris jusqu'à ma nomination au gouvernement et j'ai siégé pendant 2 ans au sein de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de venir ici lors d'une commission mixte paritaire sur la loi à plein emploi, puisque je faisais partie des responsables côté Assemblée nationale de cette loi. Et c'est une commission dont j'ai souvent dit que personne n'y siégeait vraiment par hasard. Le Sénat cultive le goût de la dispute argumentée, l'esprit constructif et un sens de la collégialité que je goûte particulièrement et que je me suis efforcée de faire vivre à l'Assemblée nationale avec plus ou moins de succès. Et je suis vraiment très heureuse de travailler avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement les éléments du PLF et du PLFSS qui sont au cœur de ma feuille de route. Vous dire aussi, vous saluer l'effort que vous faites d'avoir une réunion commune PLF-PLFSS, ce qui n'est pas le cas à la Commission des affaires sociales, qui regarde d'abord le PLFSS, ensuite le PLF, alors que je pense que c'est un tout qui permet précisément de donner une cohérence à une stratégie et à une feuille de route d'un ministère, et en particulier celui du travail et de l'emploi. Donc, la responsabilité que nous avons tous ici, exécutifs et législateurs, eh bien, c'est de protéger notre modèle social, de le rendre plus efficace et d'en garantir la durabilité. La source principale de financement de la sécurité sociale sont les contributions des employeurs et des salariés. Les cotisations représentent, il faut le rappeler, 54% des ressources de la protection sociale en 2021. Et si on se place au niveau des assiettes, l'assiette représente 65% des recettes des régimes de base. Donc ça c'est aussi un point qu'il faut noter parce que c'est une vraie spécificité française qui explique aussi le sujet autour du coût du travail, de l'écart entre le salaire net et le revenu disponible du salarié et le coût complet pour l'employeur. On y reviendra à l'occasion de la discussion autour de l'article 6 du PLFSS. Et donc c'est vraiment aujourd'hui le travail et l'activité qui financent principalement notre protection sociale. Et aujourd'hui, ils ne suffisent objectivement pas. Et nous devons, à terme, pas aujourd'hui, mais réfléchir à un mode de financement différent de notre protection sociale. Mais dans l'immédiat, personne ne peut se satisfaire que ce modèle soit financé et par le déficit et par l'emprunt. Il nous faut donc, c'est ce que j'ai dit aussi la semaine dernière lors d'une proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites, travailler plus mais mieux, plus longtemps et en meilleure santé afin de financer nos investissements d'avenir et notre protection sociale. Et donc mon rôle, c'est d'abord en faire en sorte que l'économie crée des emplois et que ces emplois qui soient créés restent de qualité, exercés dans des meilleures conditions et des revenus décents. Et donc, pour faire en sorte que ces emplois soient mieux payés, qu'ils participent aussi
point important à la montée en gamme de l'économie française et qu'il contribue aussi à la transition climatique, à la réindustrialisation et à la transition numérique de notre pays. Et donc le premier axe, c'est d'abord, et là c'est côté PLF, vraiment dans un contexte budgétaire très contraint, sanctuariser autant que possible les opérateurs et les outils en faveur de l'emploi. On a un taux de chômage qui est de 7,3%, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est un niveau qui est historiquement bas pour la France, mais qui reste encore un point au-dessus de la moyenne européenne. Donc le premier axe de ma feuille de route porte donc sur l'emploi des jeunes, des seniors et de tous ceux qui sont durablement éloignés de l'emploi. Pourquoi ces trois publics? Parce que ce sont ces trois publics sur lesquels la France accuse un taux d'activité plus bas et parfois bien plus bas que les pairs européens et les mieux-disants européens. Les taux d'activité des jeunes et des seniors sont historiquement élevés en France, mais restent moins favorables que les mieux-disants européens. Et donc le PLF 2025 marque le soutien continu aux opérateurs et aux outils efficaces des politiques de l'emploi. Premièrement, les crédits qui permettent de financer France Travail, qui est en pleine transformation pour continuer l'accompagnement des demandeurs d'emploi, en particulier des bénéficiaires du RSA, qui est en pleine transformation aussi pour se rapprocher du monde des entreprises. Aujourd'hui, seuls 25% des entreprises font appel à France Travail. Il y a là des marges de progrès considérables que France Travail est en train de mener. Eh bien, nous demandons à cet opérateur un effort en contrepartie du maintien de la subvention qui était engagée, qui était promise, mais qui reste mesurée. C'est une réduction de 500 ETP, c'est-à-dire 1% des ETP aujourd'hui, après une croissance de 10% des effectifs depuis 2019. Donc, ce qui met un peu les choses en perspective par rapport à cet effort en termes d'effectifs, au regard également du maintien de la contribution de l'État qui reste stable, alors que celle de l'UNEDIC sera en hausse. Deuxièmement, toujours sur les politiques de soutien à l'emploi, eh bien, les opérateurs de l'insertion par l'activité économique vont voir leurs moyens également stabilisés. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous êtes dans vos territoires particulièrement intéressés à ces questions et donc nous restons sur des crédits qui sont globalement stables aussi. Même chose pour les contrats engagement jeunes dont le nombre reste le même qu'en 2024 avec 200 000 entrées prévues en contrat engagement jeune, soit là aussi un doublement par rapport à la garantie jeune en 2020. Et troisièmement, l'apprentissage, qui bénéficie toujours de 14 milliards de financement. J'y reviendrai plus loin et sans doute dans les questions qui me seront posées. Et donc, les soutiens publics à l'apprentissage restent très importants par rapport à des niveaux historiques. Et pour le mettre en perspective là aussi, ce niveau est au moins équivalent aux mieux-disants européens, suisses et allemands. Aujourd'hui, si vous prenez l'effort public consenti rapporté à un apprenti, il est supérieur à ce qui est fait en Allemagne et il est équivalent à ce qui est fait en Suisse. Alors que c'était vraiment ces deux pays, et à raison, que nous prenions comme modèle dans cette révolution culturelle que nous avons réussi en quelques années tous ensemble sur la question de l'apprentissage. Donc, j'en profite aussi pour dire qu'en matière d'emploi, d'autres sujets ne relèvent pas uniquement de la discussion budgétaire. Nous avons invité, le Premier ministre et moi-même, les partenaires sociaux à relancer la négociation sur l'assurance chômage qui se tient en ce moment même sur la base de l'accord de novembre 2023, en intégrant l'emploi des seniors et en prenant en compte aussi le contexte budgétaire plus contraint qu'en novembre 2023. J'ai également écrit aux partenaires sociaux en ce sens et la relance du dialogue social sera vraiment au cœur de ma méthode comme de la méthode du Premier ministre. Donc ça, c'est pour la première chose, les opérateurs et l'emploi. Ensuite, il y a la question du travail et du travail qui doit payer le pouvoir d'achat des travailleurs. Parce que le travail est au cœur de la promesse républicaine, qui est que quand on travaille, quand on respecte la règle, eh bien, on doit pouvoir se construire une meilleure vie pour soi et pour ses enfants. Et donc, il faut qu'on renoue avec cette promesse qui est que le travail paye. Et là, j'aborde un sujet qui est une source de dissension, en tout cas de discussion bien légitime, qui est l'article 6 de ce PLFSS et qui a été supprimé par les députés. L'article 6 du PLFSS prévoyait une baisse des allègements généraux
une baisse des allégements de cotisations sociales patronales au niveau du SMIC, avec pour objectif principal de relancer le dynamisme de l'évolution salariale au cours d'une carrière. Parce que là, on revient peut-être sur le point initial que j'ai dit, qui est qu'on a aujourd'hui une protection sociale qui est essentiellement financée par les salaires, qui explique qu'on a un salaire net bas par rapport aux coûts chargés par l'employeur et qui fait que ça a donné lieu à des politiques publiques depuis une trentaine d'années, gauche, droite confondues, qui ont voulu pallier à juste titre. Donc d'abord pallier à travers les allègements généraux depuis les années 90 jusqu'à la pérennisation du CICE pour à la fois limiter le coût du travail non qualifié dans notre pays, protéger les emplois industriels dans leur compétitivité par rapport aux pairs européens. Et puis, une autre politique publique qui a été menée à travers les primes d'activité pour justement stimuler le pouvoir d'achat des bas salaires. Et donc, on arrive à quelque chose d'à la fois extrêmement coûteux, parce qu'on parle de 4 points de PIB si on somme et les allègements généraux et l'ensemble des sujets minima sociaux, on va dire, pour stimuler le pouvoir d'achat des revenus d'activité. Et parallèlement, c'est ce qui construit les trappes à bas salaire, où on a aujourd'hui 20% de la population active qui est au SMIC. Et sur ces 20% qui est au SMIC, il y en a un tiers qui reste durablement au SMIC, des années et des années durant au SMIC. Et c'est aussi, je pense qu'on a tous d'un commun accord que le SMIC peut être un salaire d'entrée, mais ça ne peut pas être un salaire à vie. Et je pense que c'est aussi cette question que nous avons voulu traiter à travers l'article 6. Nous proposions, en tout cas dans l'article 6 qui a été supprimé à l'Assemblée nationale, de procéder à une baisse progressive des allègements entre 1 et 1,2 SMIC et une hausse des exonérations entre 1,3 et 1,8. Et de le faire en 2 ans pour aussi voir les effets de bord en termes d'emploi, ce qui, dans le contexte budgétaire actuel, aurait généré des économies de 4 milliards d'euros. Ces 4 milliards d'euros doivent être mis en perspective par rapport aux 80 milliards d'euros aujourd'hui d'allègements généraux concédés aux entreprises, mais qui sont concédés, je le dis encore à juste titre, parce qu'on a un coût complet du travail qui est plus élevé en France qu'il ne l'est en Allemagne ou en Angleterre. Mais 80 milliards d'euros, ça vous donne quand même une idée, et je parle à des parlementaires qui sont aguerris des questions budgétaires. 80 milliards d'euros, ça fait presque 1,5 fois le budget de l'éducation nationale. Donc on commence à parler de beaucoup d'argent. Et sur ces 80 milliards d'euros, on souhaite faire 4 milliards d'euros d'économies qui seront renversés à la branche maladie et à la branche vieillesse, qui sont des cotisations qui n'allaient pas dans ces branches. Donc nous, on est ouverts à la discussion. On l'a dit à l'Assemblée nationale, on le redit ici avec Laurent Saint-Martin. Je pense que dans le contexte que vous connaissez de durcissement des conditions économiques, à la fois des défaillances d'entreprises, des plans sociaux qui se multiplient, il faut faire extrêmement attention et extrêmement vigilant être extrêmement vigilant aux mesures touchant au coût du travail. Et donc, nous, on est vraiment ouverts à une discussion sur les montants et notamment sur les impacts en ce qui concerne les petits salaires de 1 et 1,2 SMIC. Là où nous proposions du moins 2, donc sur 2 ans, peut-être qu'il faut voir l'ampleur ensemble. En tout cas, moi je le dis ici, et Laurent Saint-Martin l'a dit, Antoine Armand l'a dit, nous sommes ouverts en particulier sur les tout petits salaires. Petite incise aussi, ce sujet est étroitement lié à un chantier que le Premier ministre a souhaité ouvrir, qui est l'allocation sociale unique ou unifiée. Moi, je vous invite, mais je pense que c'est une étude qui n'a pas échappé à votre attention, de lire l'étude de la DREES, qui montre comment se sont imbriqués à la fois les sujets d'allègements généraux côté entreprise et minima sociaux pour soutenir les revenus d'activité, et qui font qu'une femme qui est au SMIC, qui élève ses enfants seuls, ses 2 enfants seuls, qui n'est pas propriétaire de son appartement, donc qui touche une prime d'activité avec une majoration familiale, des aides au logement, eh bien, pour voir son revenu au SMIC augmenter de 100 €, il faudrait que l'employeur débourse 770 € pour compenser et sa baisse de prime d'activité et sa baisse d'aide au logement.
Et ça ne prend même pas en compte toutes les aides communales que vous connaissez, la cantine, le centre aéré, les colonies de vacances. Donc on a construit ces dernières années des véritables trappes, à la fois à bas salaire, mais également à inactivité, qui pénalisent aujourd'hui des gens qui se retrouvent enfermés dans des situations dans lesquelles ils aimeraient sortir, mais qui rationnellement ne les incitent pas nécessairement à sortir. Ça, ce sera pour une autre fois le chantier de l'allocation sociale unique. Et le pouvoir d'achat ne relève pas que des textes budgétaires, mais aussi des discussions à mener avec les branches qui ne jouent pas le jeu de la négociation salariale. Moi, j'ai commencé à convoquer les branches qui ne jouent pas le jeu et qui tardent de manière structurelle à négocier sur ces points, notamment les minima conventionnels ou la renégociation également des classifications. Ensuite, le sérieux budgétaire. Donc, on a parlé des opérateurs de l'emploi, des politiques de l'emploi, des salaires. On va parler maintenant de tout ce qui est sérieux budgétaire, ou en tout cas l'effort auquel nous, on doit tous consentir. C'est la responsabilité budgétaire et la participation à l'effort collectif pour la pérennité de notre modèle social. Et donc, dans la partie du PLFSS qui me concerne le plus directement, cette exigence se traduit par notre proposition de différer la revalorisation des pensions du 1er juillet et non au 1er janvier. C'est déjà quelque chose qui a été utilisé en 2009, en 2014, en 2015 et en 2018. Moi, je veux vous rappeler, et là aussi nous sommes ouverts à discussion parce que là il s'agit d'un décalage général et peut-être que l'on peut mieux l'affiner et le segmenter, mais c'est que la dégradation de la situation économique appelle à des mesures qui produisent leur effet à court terme, tout en gardant un esprit de solidarité et de justice à la fois intra- et intergénérationnel. Le gouvernement donc propose de reporter de 6 mois la revalorisation des pensions de retraite alors que le rythme de l'inflation revient en dessous de la barre des 2%. Cette mesure, ça a été dit par le Premier ministre et je le redis ici, ne remet absolument pas en cause le principe de l'indexation des retraites sur l'inflation. Et je rappelle qu'au 1er janvier 2024, le précédent gouvernement avait utilisé un instrument très puissant en revalorisant de 5,3% les retraites, une mesure qui avait à l'époque coûté 14 milliards d'euros pour les finances publiques. Je veux rappeler aussi ici que les retraités, que celles et ceux qui bénéficient du minimum vieillesse ou de l'allocation veuvage ne seront pas concernés. Ces prestations seront revalorisées au 1er janvier et que d'autres retraités, parmi les plus modestes, bénéficient d'une des avancées de la réforme de 2023 qui est la revalorisation du minimum contributif, le fameux MICO, entre 25 € et 100 € de revalorisation mensuelle. Et on parle d'ici de 1,4 million de concitoyens retraités ayant des petites retraites qui ont vu leur petite retraite augmenter entre septembre 2023 et septembre 2024. Voilà. Donc souvenons-nous aussi que la réforme de 2023 n'a pas touché les retraités, c'était uniquement les actifs, et que certains, par exemple le Conseil des prélèvements obligatoires, s'interrogent sur la pertinence et l'équité de l'abattement général de 10% qui s'applique à toutes les pensions de retraite, petites ou grandes, pour frais professionnels. Donc, et que 75% des retraités sont propriétaires, 60% du patrimoine financier et non financier est détenu par des retraités. Et que si le niveau de vie des retraités et des actifs est équivalent, il existe un décrochage, c'est celui des retraités qui ne sont pas propriétaires. Voilà. Et c'est peut-être là qu'il faut qu'on puisse regarder. Et donc, souvent, c'est les petites retraites de gens qui ne sont pas propriétaires et qui donc mettent une somme importante de leur pension dans l'allocation et dans le logement. Et c'est là-dessus peut-être que sur ce décalage, il y a un effort à faire sur les petites retraites et nous serons totalement ouverts à cette discussion. Voilà. On pourra peut-être discuter pendant les questions de la CNRACL si vous le souhaitez, mais c'est effectivement une réforme qui nous semblait nécessaire parce que sans cette réforme, la CNRACL aurait présenté en 2030 un déficit de 10 milliards d'euros sur les 14 milliards de déficit de l'ensemble de la branche vieillesse. On y répond par une augmentation progressive en retenant la fourchette basse qui était recommandée par les différents rapports d'inspection.
Et je sais que vous serez particulièrement ouvert et attentif à cette question, et donc nous pourrons en débattre. Sur les retraites agricoles, ça c'est des bonnes nouvelles en fait, hein, en tout cas de ce PLFSS, puisque c'est l'occasion de mettre en œuvre des réformes en faveur de l'amélioration des retraites des travailleurs indépendants, mais aussi effectivement des retraités agricoles pour les faire converger plus vers le régime général. On pourra en discuter pendant la discussion, les questions. Point important aussi sur la pérennisation de la hausse des exonérations des cotisations patronales sur le travail saisonnier et les fameux TODE. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les TODE ne seront pas concernés par l'article 6 du PLFSS, hein, puisqu'on continue les exonérations sans les faire baisser. Voilà. Point peut-être sur les indemnités journalières qui aussi participent de l'esprit de responsabilité. Sur la branche maladie, les indemnités journalières sont passées de 8 milliards d'euros en 2017 à 17 milliards d'euros aujourd'hui. Cette croissance, elle est due pour partie et pour moitié, on va dire, au vieillissement de la population et aussi à la revalorisation du SMIC. Donc il y a un effet tendanciel, on va dire, naturel. Et puis, pour partie, sur l'augmentation des arrêts de travail ou leur fréquence, leur durée, et qui doit nous interroger. Donc on est conscient que la mesure que l'on prend ici dans le PLFSS est une mesure très court terme. Et ce que je souhaite avec les parlementaires, les partenaires sociaux, les chercheurs au cours du premier trimestre 2025, c'est que nous puissions mettre ensemble l'ensemble des sujets sur la table qui vont de la santé au travail en passant par les arrêts de travail, les prescriptions, la prévention, le dialogue de proximité aussi, dont j'entends qu'il contribue à une meilleure prévention et une meilleure dialogue sur la question de la santé au travail, pour qu'on puisse, pour le PLFSS 2026, proposer des mesures plus structurelles et plus intelligentes que celles que nous avons été amenés à prendre dans ce PLFSS, qui sont vraiment des mesures court terme pour mettre un coup d'arrêt sur cette dérive qui est quand même extrêmement inquiétante. On parle de 17 milliards d'euros sur la branche maladie à la fin de l'année. Enfin, dernière chose sur la TMP, puisque c'est directement issu du dialogue social auquel nous sommes attachés. C'est l'article 24 du PLFSS qui permet la bonne retranscription. Cette année, c'est une bonne retranscription dans la loi de l'accord national interprofessionnel de mai 2023, précisée en juin 2024, après différents échanges avec les partenaires sociaux et les associations. Je sais que votre commission sera particulièrement attentive à cet article, au vu du rapport qui avait été rendu début octobre par la sénatrice Madame Louayrou et Madame Richer. Et c'est un accord unanime qui répond à un enjeu fondamental et constitutif du droit du travail, qui est l'indemnisation des accidents du travail pour couvrir l'ensemble du préjudice, le préjudice professionnel et le préjudice personnel. Donc voilà, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les grandes lignes de ce PLFSS, avec un certain nombre de mesures court terme que nous avons menées, que nous avons initiées, mais qui nécessitent des réformes d'ampleur qui seront lancées, je pense, pour 2025. Et je pense en particulier au sujet des indemnités journalières ayant trait à la santé au travail ou le sujet de l'allocation sociale unique ou unifiée. Merci. Merci Madame la Ministre pour ces propos. Et je vais tout de suite donner la parole à notre rapporteure générale, Elisabeth Doineau. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour l'ensemble de cette présentation. Moi, je vais laisser les rapporteurs de branche poser leurs questions. J'aurais juste à vous demander sur l'article 6. Il est indéniable qu'il y aura forcément des suppressions d'emplois. Mais vous l'évaluez à combien? Parce que les économistes ne sont pas tous d'accord sur le nombre en réalité. Et du coup, comment vous voyez cet impact sur l'emploi? Et quels seraient, à votre avis, les ajustements envisageables?
Très bien. Je donne la parole maintenant à Pascal Gruny, rapporteur de la branche vieillesse. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, moi, je vais vous parler d'abord d'agriculture. Voilà. Parce qu'on a voté ici un texte le 13 février 2023, c'est la proposition de loi de notre président. Et donc après, un rapport a été remis donc, par l'IGAS. Et l'article 22 donc, du PLFSS là, prévoit d'unifier la pension de retraite forfaitaire et la pension de retraite proportionnelle des non-salariés agricoles et de calculer leur retraite de base sur les 25 meilleures années de revenus à compter de 2016. Mais c'est basé sur les revenus et nous, on avait parlé de points. Alors, on sait que la MSA ne conserve pas les revenus antérieurs à 2016, la retraite proportionnelle étant actuellement calculée selon un barème de points. Donc, je vais vous poser quelques questions. J'étais permise de les envoyer avant, ce qu'on ne fait pas habituellement, mais parce que c'est assez technique. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir retenu le calcul de pension de retraite de base unifié selon les 25 meilleures années de revenus et non des 25 meilleures années de points, comme le Sénat l'avait voté au terme de la proposition de loi donc de Philippe Mouillet, et dont j'étais rapporteur. Je permets de rappeler que les 25 meilleures années de points seront retenues à titre transitoire pour liquider la part des retraites proportionnelles qui correspond aux carrières antérieures à 2016. Ensuite, l'étude d'impact de la réforme portée à l'article 22 ne mesure son effet que sur les non-salariés polypensionnés, qui représentent, selon la MSA, 80% des retraités non-salariés agricoles. Or, le système de retraite proportionnelle par points était fondé sur un barème de points dont l'effet redistributif bénéficiait aux monopensionnés ayant de faibles revenus. Et ça nous avait particulièrement inquiétés. Donc, ils sont légèrement supérieurs au minima de pension. Alors, pourriez-vous renseigner l'impact de la mesure sur cette catégorie de pensionnés? Alors, une question ensuite sur la date d'effet de la réforme qui est annoncée au 1er janvier 2028 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026. L'étude d'impact précisant que la MSA n'était pas en mesure de calculer les 25 meilleures années de revenus et de points avant cette date. Le gouvernement a déposé un amendement devant l'Assemblée nationale afin que la pension de retraite proportionnelle puisse être calculée dès le 1er janvier 2026 pour la période de carrière antérieure à 2016, selon la moyenne des 25 meilleures années de points au prorata des années cotisées avant 2016 dans ce régime. Pouvez-vous nous confirmer que la MSA sera en mesure de réaliser ce calcul au 1er janvier 2026 ? Alors maintenant, j'avais des questions sur la revalorisation, mais vous en avez parlé sur les retraites. J'ai des questions sur la loi pour le plein emploi, dont j'ai été rapporteur. Alors tout d'abord sur l'expérimentation de l'accompagnement des 15 heures au RSA, donc, qui était prévu dans le cadre de cette loi pour un accompagnement rénové pour les bénéficiaires du RSA, et avec cette obligation donc d'activité. Cette mesure a fait l'objet d'une expérimentation dans plus de 47 départements, dont le mien, et devrait être généralisée l'an prochain. Dans mon territoire, la coopération entre les acteurs est plutôt efficace, mais quel est le retour de cette expérimentation au niveau national? Et par ailleurs, une question que nous nous posons, et dans le département on se le pose bien sûr, une fois la généralisation advenue, comment entendez-vous satisfaire à l'exigence de trouver les 15 heures d'activité à l'ensemble des bénéficiaires du RSA dans le contexte budgétaire que nous connaissons? Et bien sûr, les moyens financiers, c'est surtout ça, on est plutôt inquiet parce que pour l'instant, on a les moyens financiers, mais quand ça va être généralisé à tous les départements, on en est beaucoup moins sûr. Enfin, sur les freins périphériques à l'emploi, parce qu'en fait, dans le texte de loi, on n'avait pris que le frein sur la petite enfance. Il y a d'autres freins. Donc, est-ce que vous envisagez de reprendre ce chantier pour lutter contre tous les freins périphériques dans les mois à venir? Et ensuite, sur les négociations des partenaires sociaux relatives à l'emploi des seniors, parce que forcément, quand on est sur la branche vieillesse, on s'inquiète aussi parce que la loi de retraite, elle ne pourra fonctionner que si on a l'emploi des seniors.
Donc une question qui est l'objectif que nous partageons tous ici. Vous avez fait le choix de remettre les partenaires sociaux au cœur de la gestion de l'assurance chômage en prolongeant les règles du régime jusqu'au 31 décembre 2024 et en missionnant les organisations représentatives pour trouver 400 millions d'euros d'économies sur 4 ans via le décalage des bornes concernant les seniors ainsi que 400 millions d'euros supplémentaires d'économies pour 2025. Alors, s'il est logique de tirer les conséquences de la réforme des retraites sur l'âge ouvrant droit à des durées d'indemnisation chômage plus longues, pensez-vous que l'ANI auquel aboutiront ces négociations comportera également des mesures permettant une meilleure inclusion des travailleurs plus âgés dans le monde du travail? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je continue avec la rapporteure, Marie-Pierre Richer. Merci, Président. Madame la Ministre. Oui. Donc, j'interviens pour la branche AT-MP et tout d'abord, je voudrais revenir sur vos propos puisque par 2 fois, vous avez évoqué la santé au travail et c'est un sujet qui nous est cher, alors au-delà du Sénat, mais qui nous est cher. Nous avons produit des rapports avec mes collègues Laurence Rossignol, Laurence Cohen et Annick Jacquemet, concernant la santé des femmes au travail, des maux invisibles. Et c'est un vrai sujet qui concerne la branche AT-MP. Et je sais que c'est pris, notamment les TMS sont pris de plus en plus en compte, mais c'est un vrai sujet et qui va de pair avec la prévention. Donc, je vais donc maintenant passer à la question. La branche AT-MP pourrait se retrouver un peu contre toute attente dans une situation déficitaire durable à partir de 2026 avec un solde négatif de l'ordre de 500 millions d'euros chaque année. Ces prévisions tranchent avec celles du dernier PLFSS qui tablait sur un excédent de l'ordre du milliard d'euros sur la période. La différence, principalement la hausse de transfert à la branche maladie, qui devrait enfler de 800 millions d'euros d'ici à 2027. Autant de contributions des employeurs qui ne serviront pas à leur vocation originelle, à savoir la prévention, que je viens d'évoquer, et à la réparation des risques professionnels. Cette hausse fait suite à la nouvelle estimation du coût de la sous-déclaration par la commission créée à cet effet, mais on ne peut ignorer que ces projections sont sujettes à une grande volatilité quand on voit l'échelle entre le minimum projeté et le maximum. On ne peut ignorer que ces projections sont sujettes à une grande volatilité. Le montant bas de la fourchette est passé de 800 millions d'euros en 2017 à 1,2 milliard d'euros en 2021, puis donc à 2 milliards d'euros en 2024. Comment interprétez-vous cette volatilité? Ne remet-elle pas en question la pertinence de l'utilisation des données pour aiguiller des décisions de politique publique? Ensuite, ma question porte sur la répartition de l'effort du financement du FIVA. Alors que la branche AT-MP a doublé son effort de financement en faveur du FIVA sur les 2 dernières années, face au besoin de renflouer le fonds qui est incontestable, l'État entend lui à nouveau maintenir sa dotation constante en 2025. L'État représente désormais à peine 1,5% des ressources publiques du fonds, alors même que sa contribution est censée couvrir au nom de la solidarité nationale l'indemnisation des victimes professionnelles au titre de l'État employeur et des victimes environnementales qui représentent 1/5 des bénéficiaires. L'État, dont la responsabilité dans le scandale de l'amiante a été reconnue, compte-t-il enfin prendre sa juste part dans le financement du FIVA ou bien la branche AT-MP devra-t-elle continuer de supporter indûment le coût de l'indemnisation pour des victimes non éligibles à la réparation par la branche? Enfin, vous avez évoqué tout à l'heure l'article 24 qui, contrairement à l'article 39 du PLFSS de l'an dernier, semble retranscrire fidèlement les demandes exprimées par les partenaires sociaux au service d'une meilleure indemnisation pour tous les bénéficiaires de la rente. Je peux, comme vous, m'en réjouir. Je pense que c'est une avancée indéniable et que revenir sur la dualité de la rente avec les nouveaux calculs est important pour tous les accidents du travail, les accidentés du travail. Toutefois, je regrette que le texte ne réponde pas pleinement aux enjeux concernant les victimes de fautes inexcusables de l'employeur qui verraient leur indemnisation à long terme revalorisée au prix d'un amoindrissement de leur réparation à court terme. Pour pallier cela, on pourrait par exemple imaginer que la majoration de la part fonctionnelle de leur rente puisse leur être directement reversée sur option sous forme de capital. Cette solution semble d'autant plus juste que le montant de la majoration est lui-même versé sous forme de capital à la branche par l'employeur fautif ou son assureur.
On voit donc mal ce qui empêcherait la branche de transférer ce montant directement à l'assuré victime de faute inexcusable de l'employeur. Lors des auditions, les partenaires sociaux ont semblé ouverts à cette recommandation. Issu du récent rapport de la MEC sur la branche AT-MP que j'ai rapporté avec ma collègue Annie Le Houerou, ça fait partie d'une des recommandations. Quelle suite estimez-vous possible d'apporter à cette préconisation? Merci. Merci. Pour terminer le tour des rapporteurs, Madame Puissat. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre de votre introduction et bienvenue dans notre commission. Alors vous avez déjà pas mal de questions, je vais vous en rajouter quelques-unes. Alors peut-être 3 questions qui sont plutôt qui ne sont pas vraiment des questions, mais des perspectives d'ouverture sur lesquelles nous aurions aimé vous entendre. Et puis, au-delà des 3 questions, une contribution. La première, sur, bien entendu, là plutôt le PLF et la mission Travail-Emploi. Le président Mouillet l'a indiqué, la mission Travail-Emploi est l'une des plus grosses contributrices à la recherche d'économie des dépenses publiques, avec 2,4 milliards d'euros d'économisés par rapport à 2024. Je voulais vous dire qu'on s'en félicite, en tout cas moi je m'en félicite, puisqu'effectivement nous avions porté l'année dernière dans le cadre de ce PLF une interrogation quant à l'évolution de ce budget qui, avant la crise sanitaire, était à 14 milliards d'euros et a été porté après la crise sanitaire à 22 milliards d'euros et finalement n'a jamais pu descendre et revenir à l'épure d'avant-crise sanitaire. Donc sur ce sujet-là, une question. Si nous pouvions encore faire des économies sur cette branche, et nous sommes en train de regarder, est-ce que vous êtes ouvert à cela? Donc ça, c'est ma première question. Deuxième question sur l'apprentissage. Donc l'apprentissage qui fait partie d'ailleurs des dépenses qui ont fortement contribué à ce que la mission Travail-Emploi puisse progresser. L'apprentissage a un vrai sujet à la fois d'évolution et de sorte de guichet unique qui fait que France Compétences doit financer des contrats avec en l'occurrence une aide à l'embauche sur lequel vous prévoyez un certain nombre de révisions. Alors pour le moment, dans le PLF, nous n'avons pas le coût de la révision. Alors on entend effectivement et on lit la presse, on pense qu'on peut revenir éventuellement à l'épure d'avant la crise sanitaire, c'est-à-dire à 4 300 €, mais ça nous intéresse d'avoir votre vision sur le sujet. Et est-ce que vous êtes là aussi ouvert à des perspectives? L'année dernière, le rapporteur sur le fond avait porté un amendement qui permettait effectivement d'avoir une dissociation sur la taille des entreprises, non pas sur le niveau d'études, mais sur la taille des entreprises. Quelle est votre vision sur le sujet? Et toujours sur l'apprentissage, on a quand même un vrai sujet d'équilibre de France Compétences qui perdure, qui a aujourd'hui une dette qui avoisine les 10 milliards d'euros. Nous étions tout à l'heure avec la rapporteure générale en audition avec l'UNEDIC, qui nous a précisé que la ponction qui a été faite sur l'UNEDIC, qui ne passe toujours pas, je vous le dis, qui a été faite en 2024, mais allait servir à équilibrer France Compétences. Or, aujourd'hui, on ne le voit pas dans le PLF 2025. La ponction qui est quand même de 14 milliards d'euros et qui revient à 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, elle est sur 4 ans. Donc aujourd'hui, on ne le voit pas dans le budget. Est-ce que c'est une perspective que vous avez qui permettrait effectivement d'arriver à un équilibre de France Compétences? Donc ça, c'est la partie apprentissage. Troisième point, les opérateurs. Vous avez dans votre mission un certain nombre d'opérateurs, dont au passage l'ARS qui apparaît dans la mission Travail-Emploi. Je ne sais pas pourquoi elle apparaît dans la mission Travail-Emploi. Si vous avez un avis sur le sujet, ça m'intéresse. Mais au-delà de ça, est-ce que vous êtes ouverte à ce qu'on puisse regarder, à rationaliser encore les agences sur votre mission? Et pour revenir sur les 500 ETP sur France Travail, alors moi j'y suis d'autant plus pas opposée que j'avais tenté de le porter l'année dernière. Je n'avais pas convaincu la commission, mais j'avais considéré effectivement qu'il y avait dans France Travail toujours des emplois qui avaient été créés suite à la crise sanitaire. Il y en avait 1300 qui avaient été créés, qui avaient été ramenés à 700 à l'époque. Et il restait toujours ces 700 emplois qui étaient là et qui n'avaient pas lieu d'être, puisqu'effectivement, ils étaient là pour faire face à la problématique de la crise sanitaire. Aujourd'hui, l'idée, c'est de réduire effectivement de 500 ETP la France Travail. Quand nous avons auditionné France Travail, leur première remarque a consisté à dire « Nous devons effectivement assurer la nouvelle loi plein emploi qui indique que nous allons effectivement avoir un certain nombre de départements en plus dans l'expérimentation. Aucun financement n'a été prévu dans le cadre de la loi, ce qui était effectivement un point qui avait été indiqué par notre rapporteur. Et donc, on a besoin de ces emplois.
Alors, je pense qu'il faut qu'on soit en la matière, et j'aimerais savoir quel est votre sentiment, assez rationnel sur les ETP de France Travail. Parce que finalement, on n'arrive à plus rien comprendre. On en a créé en plus, on en a supprimé, mais pas tout, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt être dans une logique, parce que finalement, ça n'a pas d'impact réel sur le budget 2025, mais c'est juste effectivement un affichage de suppression d'emplois qui est le bienvenu, hein, je le rappelle. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement demander à France Travail, pardon du terme, mais de nous rendre 700 ETP, qui étaient les ETP de la crise sanitaire, d'évaluer le nombre d'ETP disponibles et nécessaires pour effectivement amorcer la loi plein emploi et finalement regarder s'il y a un différentiel qui pourrait permettre de faire des économies. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça la méthode pour qu'on soit rationnel dans l'approche ? Voilà sur mes questions et peut-être la contribution. Nous allons avoir du 25 novembre au 9 décembre des élections au sein des CPE, des TPE et pour les particuliers employeurs qui viseront effectivement à avoir des représentations. En 2021, le taux de contribution des salariés à ces élections n'était que de 5%. Je sais que vous mettez en place une campagne pour promouvoir ces élections. Le président Larcher a sollicité le président Mouillet, et je me fais le porte-parole de toute cette cascade de présidents pour vous dire que nous sommes à votre écoute. Si le Sénat peut aussi vous aider en la matière, nous pourrons effectivement être largement contributeurs puisque c'est quelque chose qui nous intéresse. Voilà, donc on sera à votre disposition pour revenir sur la conclusion de Mme Puissat. Mais avant, on attend vos réponses de ces nombreuses questions des rapporteurs. Voilà. Merci. J'espère pouvoir répondre le plus précisément à toutes ces questions. Et si je ne suis pas en mesure de répondre, je ferai une contribution écrite. Parce qu'il y a des questions qui sont très précises et très techniques. Et parce que je suis au Sénat. En ce qui concerne l'impact sur l'emploi, Madame Doineau, l'impact est encore difficile à mesurer. Il y avait une étude au FCE qui parlait de 150 000 emplois détruits. Elle prenait aussi en compte la détérioration de la situation économique. Et aujourd'hui, l'augmentation du coût du travail telle qu'elle est de facto prévue pourrait amener, pas immédiatement, mais sur le moyen terme, une destruction d'emplois prévue entre moins 15 000 et moins 40 000 emplois, en fait, selon les scénarios de Bozio, notamment du modèle Bozio-Wasmer. Et c'est pour ça qu'on est très ouvert à vouloir corriger et atténuer les impacts sur les très bas salaires, c'est-à-dire les 1,2 SMIC, où aujourd'hui, à la fois Bozio-Wasmer prévoyait moins 4, nous on prévoyait, plus 4 en fait, plus 4 de cotisation patronale. Là, nous, on prévoyait moins 2. Et moi, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et regarder là-dessus. Et ça, c'est mon avis. Mais bon, visiblement, Monsieur Antoine Armand a également s'est montré ouvert sur cette piste-là. Il y a des débats, notamment par rapport à Bozio-Wasmer, rapport Bozio-Wasmer sur où est-ce que s'arrêtent ces exonérations. Eux préconisaient de les arrêter à 2,5. Il y avait des rapports parlementaires côté Assemblée nationale aussi qui recommandaient d'arrêter à 2,5. Moi, toutes les fédérations professionnelles industrielles, pour des raisons de compétitivité, me disent qu'elles ont besoin de ces exonérations. Aujourd'hui, elles s'arrêtent à 3,5 SMIC et nous, on propose 3 fois le SMIC. Bon. Donc ça, c'est encore aussi en cours. Moi, je reste là aussi très vigilante. Donc autant j'ai envie d'atténuer l'impact sur les bas salaires, autant dans le contexte actuel, encore une fois, qui se durcit, il faut être très vigilant sur les impacts attendus sur la compétitivité de nos emplois industriels, notamment quand on compare le coût du travail, même sur la main-d'œuvre qualifiée, par rapport à l'Allemagne ou par rapport à l'Angleterre, qui sont nos principaux concurrents en matière d'attraction des investissements, en fait. Voilà pour ma réponse, Madame la sénatrice. En ce qui concerne donc la branche vieillesse, la raison pour laquelle nous avons voulu choisir les 25 meilleures années, c'était parce qu'on souhaitait d'abord, et non une logique d'année et non une logique de points, c'est parce qu'on voulait mettre en cohérence le système avec le régime général en fait des salariés. Ça, c'était aussi une première raison.
Ensuite, les scénarios basés sur les 25 meilleures années de points ne permettaient pas justement d'atteindre cet objectif de convergence qui était en tout cas présidé à cette volonté. Aussi parce que il y a quand même pour entre 35 et 45% des bénéficiaires des gagnants en fait du passage aux 25 meilleures années. Donc c'est aussi ce qui a expliqué notre volonté. La date des faits, effectivement, initialement, la MSA était plutôt sur une logique de 2028 pour des raisons opérationnelles. On est en train de travailler avec eux via un amendement pour pouvoir accélérer les choses dès le 1er janvier 2026. Mais ça reste encore quelque chose visiblement de compliqué à mettre en œuvre. Sur la réforme de l'impact de la réforme des monopensionnés, des simulations avaient été réalisées afin d'évaluer justement les effets de la réforme sur ces catégories de pensionnés. Et pour un monopensionné au SMIC tout au long de sa carrière, son niveau de pension tout régime est maintenu. Et pour un monopensionné ayant un revenu équivalent au salaire moyen, la réforme permet d'avoir une augmentation de la pension tout régime de l'ordre de 12,1% à court terme. Donc peut-être que vous voudrez d'autres détails sur la question des monopensionnés, mais en tout cas c'est les éléments que je peux vous donner ici et on pourra peut-être regarder par la suite. Voilà pour la partie branche vieillesse. Pour la loi plein emploi, il y a une quarantaine de départements effectivement qui ont fait l'objet d'expérimentations aujourd'hui, avec des expérimentations différentes selon les départements. Certains, par exemple, je discutais avec un président de conseil départemental, voulait plutôt mettre l'accent sur ceux qui venaient d'entrer en RSA. D'autres voulaient aller chercher des gens qui étaient éloignés plus durablement de l'emploi. Mais on est quand même sur des taux d'insertion de plus de 40% en moyenne dans les départements, avec des réalisations différentes selon les départements et justement selon le type de public recherché. Et pour ces 40%, vous en avez 20% qui sont 6 mois après dans un emploi plus durable. Donc on a quand même des résultats positifs qui est consiste en quoi? Qui consiste rapidement de pouvoir voir une personne bénéficiaire du RSA, de lui proposer à la fois un accompagnement professionnel ou un accompagnement social, et de pouvoir, à travers ce premier diagnostic 360, suivre cette personne, soit uniquement sur un accompagnement professionnel, soit un accompagnement socio-professionnel, soit uniquement un accompagnement social, parce qu'il y a aussi beaucoup de sujets parfois très lourds qui sont portés par les bénéficiaires du RSA. En ce qui concerne la capacité à faire 15 heures, c'était par semaine. Ça avait été un sujet discuté dans les différents débats parlementaires. Il y avait un certain nombre d'exemptions aussi qui avaient été posées en fonction de la situation médicale, de la situation familiale, garde d'enfants ou non, du handicap. Donc ça permettra quand même de se dire d'avoir un peu de flexibilité et un peu comme le 15 heures calé un peu sur les contrats d'engagement jeune qui permettent aussi, parce qu'on fait un CV, parce qu'on fait un atelier de ce type, c'est pas nécessairement, c'est un mélange en fait, à la fois d'immersion courte en entreprise, de faire un CV, de pouvoir se préparer à des entretiens professionnels. En tout cas, l'idée c'est aussi de pouvoir se mettre en mouvement. Mais c'était une discussion qu'il y avait eu sur la capacité à tenir les 15 heures et elle est dans la loi, donc il faut s'y tenir, mais encore faut-il être flexible et en fonction des publics et en fonction du type d'accompagnement. Les freins périphériques à l'emploi, vous avez tout à fait raison. Une étude de la DARES montrait, Madame la sénatrice, qu'aujourd'hui, la question de la formation professionnelle, la question de la garde d'enfants, la question du transport sont des freins majeurs et ce sont des sujets sur lesquels il va falloir également
effectivement se pencher. Je pense que sur le sujet de la formation professionnelle, ça fait partie des sujets au long cours pour 2025, où il va falloir, au regard des besoins de main-d'œuvre, puisqu'on a 500 000 emplois non pourvus aujourd'hui, parmi lesquels certains et pour beaucoup demandent une technicité, des compétences à tout niveau de qualification, du soudeur en industrie à l'agent de maintenance et à l'ingénieur. Eh bien, je pense qu'il va falloir qu'on ait une approche sur la formation professionnelle beaucoup plus fluide, beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus territorialisée en fonction des bassins d'emploi et aussi beaucoup plus fléchée en fonction des besoins de main-d'œuvre. Voilà. Je pense que la liste qu'on est en train de construire en région et au niveau national sur les métiers en tension pour notamment les liens avec le sujet de l'immigration régulière avec M. Retailleau pourrait être une bonne base aussi en lien avec la formation professionnelle, pour bien s'assurer que les financements publics qui vont vers de la formation professionnelle vont là où les entreprises ont besoin de main-d'œuvre et là où il y aura des opportunités de reconversion et de salaire et de rémunération. En ce qui concerne la négociation senior, c'est une négociation très importante qui a lieu actuellement. C'est une bataille, j'ai envie de dire, que la France n'a pas encore réussi à gagner, celle des seniors au travail, contrairement à d'autres pays d'Europe du Nord. Ce qui est demandé, il y a le sujet des retraites progressives qui pourrait permettre, là où on n'est qu'à 2 ans avant la retraite, là où les pays d'Europe du Nord justement sont à 4 ans avant la retraite, de pouvoir aussi permettre d'anticiper aussi eu égard aux contraintes qu'on a quand on arrive à des âges plus seniors, je pense aux aidants familiaux de son conjoint, de ses propres parents, d'autres priorités dans la vie, de pouvoir aussi envisager la retraite différemment. C'est un dispositif qui est très peu utilisé en France, à 0,5% des retraités l'utilisent aujourd'hui, c'est de l'ordre de 50-60% dans les pays d'Europe du Nord. Ça c'est un des outils en tout cas qui a été mis sur la table par le Premier ministre et qui fait l'objet de discussions aujourd'hui entre partenaires sociaux. Et le sujet des seniors au travail, c'est aussi une capacité à anticiper et donc à avoir un entretien de mi-carrière en même temps que la visite médicale de mi-carrière pour avoir un diagnostic à 360 et sur les questions de santé au travail, on y revient, mais aussi sur les questions de compétences et d'aménagement de poste, de reconversion. Et donc c'est de tout cela dont les partenaires sociaux sont en train de discuter. On a effectivement demandé, en échange de la reprise de la négociation sur l'accord assurance chômage de novembre 2023, d'aller chercher 400 millions d'euros d'économies supplémentaires. On pense que ces économies peuvent être trouvées, notamment sur la question du régime des frontaliers. J'ai eu une question qui m'a été posée en question gouvernement ici au Sénat. C'est un régime qui coûte 800 millions d'euros chaque année à l'UNEDIC. Et il y a effectivement des choses qui doivent être faites au niveau européen, qui demandent une concertation et une décision à l'unanimité, mais il y a des choses qui peuvent être faites ici, en France, et qui relèvent de notre main. C'est le renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi transfrontaliers par les agences transfrontalières de France Travail. Il y en a 19 qui traitent aujourd'hui presque 70% des transfrontaliers en France. Et c'est aussi une évolution par voie réglementaire de ce qu'on appelle l'offre raisonnable d'emploi, qui permettrait de recontextualiser notamment la rémunération au contexte français et non suisse ou luxembourgeois ou allemand, qui permet aujourd'hui aux demandeurs de travail transfrontaliers d'arguer d'un refus de travail parce que le même travail ou le même métier offert en France n'offre pas les mêmes rémunérations. Donc voilà pour les négociations en ce qui concerne les partenaires sociaux et les économies demandées et les gisements d'économies qui pourraient être trouvés. Sur la TMP,
il y a effectivement, je vais revenir sur les questions, je vais tenter de revenir sur certaines de vos questions, mais sur l'article 24, je l'ai dit lors de ma déclaration de politique, lors de ma déclaration à l'Assemblée nationale, moi je suis ouverte sur la question des sorties en rente versus capital. On allait présenter un amendement de gouvernement là-dessus, on pourra en discuter. Dans l'amendement qu'on avait proposé de mémoire, c'était sous contrôle du juge. Mais voilà, en tout cas, on est ouvert à cette discussion parce qu'effectivement, c'est un arbitrage qui doit être posé, qui est important pour la personne, pour sa famille. On était aussi ouvert à un rôle plus important donné aux associations dans les comités de suivi. C'était aussi quelque chose qui avait été discuté dans les amendements qu'on était prêt à regarder. Voilà. Et en ce qui concerne donc les sujets portés par le déficit de l'assurance de l'AT-MP, le transfert de la branche AT-MP, attendez, excusez-moi parce que je cherche parce que celle-ci, si vous pouvez me redonner, s'il vous plaît, parce que je les avais notés ici, mais le transfert de la branche AT-MP à la branche maladie. Oui, c'est ça. Donc il procède en augmentant. Voilà, il vise à compenser effectivement la sous-déclaration, sachant que là aussi, par rapport au rapport d'inspection, on a voulu prendre plutôt la fourchette basse de l'estimation qui était réalisée par la commission spécialisée. Voilà. Donc, pour le FIVA. Comment Les questions sur le FIVA. Et sur les questions sur le FIVA, là, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous répondre et je ne sais pas si c'est ce qui se fait au Sénat, si je peux demander à quelqu'un de répondre pour moi, sinon je vous ferai une réponse écrite. Non, dans ce cas-là, plutôt une réponse écrite, D'accord, si on peut la faire rapidement, merci. D'accord, très bien. Je vous ferai la réponse écrite d'ici 48 heures. Très bien. En ce qui concerne ensuite les questions budget donc emploi-travail, Madame la sénatrice, effectivement, on porte, et je l'ai dit, j'ai aucun problème à porter une réduction de dépenses. Je l'ai dit quand je suis aux équipes et aux différentes administrations, parce que, comme vous l'avez dit très justement, et avec d'autres chiffres, il y a encore quelques années, le budget de la mission emploi-travail représentait 2,5% du budget total de la nation. Aujourd'hui, il représente près de 5%. Donc moi, je n'ai pas de problème à vouloir participer à l'effort de la réduction des dépenses publiques en le faisant sur la base d'une évaluation en fait de l'efficacité des dispositifs. L'efficacité qui se mesure au taux d'insertion dans l'emploi et notamment dans l'emploi durable. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment le juge de paix. Et c'est pour ça que dans la mission PLF, il y a des dispositifs que j'ai fait le choix d'arrêter, typiquement les contrats francs, parce que leur effet d'aubaine était considérable et revenait à un prix exorbitant, une dépense publique exorbitante au montant de l'emploi créé. Même chose sur les contrats aidés dans le secteur privé, dont les retours nous disent qu'ils sont plus stigmatisants dans le parcours d'un demandeur d'emploi que vraiment en soutien à l'insertion professionnelle durable. Donc pour moi, le juge de paix, ce sera vraiment l'efficacité des dispositifs. Sur la question de l'apprentissage, vous avez raison de rappeler qu'il y a eu une très forte augmentation de la dépense publique et c'est pour ça que j'ai aussi voulu, malgré la baisse, rappeler aujourd'hui que l'effort de financement est tout à fait comparable, on va dire, aux mieux-disants européens, notamment suisses et allemands. Aujourd'hui, l'apprentissage, c'est à peu près 14 milliards d'euros. C'est 4 milliards d'euros, on va dire, sur les aides aux embauches. C'est un peu moins de 10 milliards d'euros et un peu moins de 10 milliards d'euros sur les coûts contrats. Voilà, sur les coûts contrats. Là, dans ce projet de loi de finances, on essaie de rationaliser un petit peu la question des aides à l'embauche.
elle est de 6 000 €. Il y a différentes options qui se posent à nous. Est-ce qu'on fait une baisse unilatérale? Est-ce qu'on fait une modulation en fonction du niveau d'études? Est-ce qu'on fait une modulation en fonction de la taille des entreprises? Je pense que c'est aussi une discussion que je dois avoir à la fois avec vous, même si c'est une décision par voie réglementaire, et aussi que j'ai commencé à avoir avec les collègues du gouvernement, parce que l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, les entreprises, enfin, le ministère de l'économie sont aussi concernés. Moi, je vais vous donner en tout cas ma préférence Ma préférence est de ne pas toucher en fonction du niveau de qualification, parce que un tiers de ceux qui poursuivent des masters aujourd'hui le font grâce à l'apprentissage, et l'apprentissage a été une vraie voie de démocratisation de l'enseignement supérieur. On voit que pour tous les niveaux de qualification, eh bien, l'apprentissage améliore la qualité de l'emploi dans le premier métier. Voilà. Et parce que même des fédérations professionnelles qui emploient beaucoup d'apprentis de niveau 2 et 3 me disent surtout ne touchez pas au niveau 6 et 7 pour que l'apprentissage reste une voie d'excellence pour tous, parce que sinon ça peut être vu comme une voie de garage. Et ça, je suis très sensible. Donc moi, préfère ne pas toucher en fonction des niveaux de qualification. Et je suis très sensible au coût porté par les petites et moyennes entreprises. Il faut quand même avoir en tête que plus de 60% des apprentis se situent dans des entreprises de moins de 50 personnes. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je préfère ne pas toucher au niveau d'apprenti, enfin, de moduler en fonction du niveau de qualification. C'est que l'apprentissage a permis à ces PME d'accéder à un recrutement de type licence et master auquel elles n'auraient pas pu. Et on a quand même aussi un enjeu de monter en gamme de l'ensemble de notre tissu productif et de monter en qualification. Donc moi, j'ai plutôt envie d'aller vers une modulation par taille d'entreprise, sans mettre un coup d'arrêt à rien. Et donc, ce qui était proposé pré-2019, Madame la sénatrice, c'était uniquement, ça ne concernait que les entreprises de moins de 250 salariés. Aujourd'hui, ça concerne toutes les entreprises, sachant qu'il n'y a que 65% des entreprises de 250 salariés qui ont en fait vraiment droit à avoir des apprentis. Donc, il y a déjà une forme de minoration. Voilà. En ce qui concerne les emplois France Travail, vous avez raison de parler de cette question, parce que c'est pas parce que c'est France Travail qu'il faut forcément il faut sanctuariser. Simplement, moi, je mentionne deux choses. Les pays qui ont atteint le plein emploi, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, je pense à l'Allemagne, je pense aux pays d'Europe du Nord, ont des taux d'accompagnement en termes des taux d'accompagnement des demandeurs d'emploi par employés des services publics de l'emploi, on va dire ça comme ça, qui sont bien meilleurs. C'est-à-dire que un salarié, ça veut dire les services publics de l'emploi danois ou allemands ont plus d'effectifs rapportés au nombre de chômeurs que nous. Et donc, en clair, ça veut dire qu'un employé de l'équivalent de Danemark Travail, par exemple, il a un portefeuille de demandeurs d'emploi 2 fois moindre, je crois même, ou en tout cas très largement moindre que son équivalent français. Voilà, donc ça c'est et je crois qu'à un moment donné, et ça a été une petite musique que j'ai entendue, il faut réduire les crédits parce que le chômage baisse. Je pense qu'il faut réduire le crédit des dispositifs qui montrent des limites en termes d'impact et d'efficacité d'emploi. Mais au vu de la transformation de France Travail dans l'intégration maintenant de publics très éloignés de l'emploi, je pense aux bénéficiaires du RSA, il y a également le fait de... Et je trouve que ça c'est... Comment ?
France Travail, justement, c'est ce que j'allais dire. Aussi de ce création de ce réseau national en lien avec les missions locales, avec Cap Emploi, l'effort qui va être fait sur les personnes en situation de handicap, où on va vouloir d'abord voir comment l'intégration peut se faire en milieu ordinaire. Je pense qu'il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir en tête que pour ça que j'ai voulu mettre en perspective les chiffres de TP en disant voilà, on fait moins 1% de TP, c'est moins 500 ETP par rapport aux effectifs de France Travail, mais c'est à rapporter sur l'augmentation qu'on a connue depuis 2019 et que vous avez également souligné. Et enfin, en ce qui concerne les élections TPE particuliers employeurs, écoutez, ravi d'envisager, de voir comment on peut travailler ensemble pour améliorer le taux de participation de ces élections qui sont importantes, effectivement. Voilà, merci. Le sujet du dialogue social est très cher à notre président Larcher, vous savez bien. Oui, voilà. Tout à fait. Très bien, merci pour ces nombreuses réponses. Et donc, je ouvre maintenant le débat général. Et je commence par en donnant la parole à Corinne Boursier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Ma question concernait une demande d'éclaircissement sur l'articulation entre deux articles du PLFSS suite à une alerte de la filière arboricole. Mais vous y avez répondu en indiquant que les TODE ne seraient pas concernés parce qu'en effet, l'article 4 prévoit de pérenniser le dispositif d'exonération de cotisations patronales lié à l'emploi des travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi et de relever de 1,20 à 1,25 SMIC le plafond d'exonération. Cette mesure, comprise dans les 70 engagements du gouvernement pour le monde agricole, va dans le bon sens pour permettre à nos producteurs de fruits de faire face à la concurrence de nos voisins européens. Les professionnels du secteur s'inquiétaient en effet de l'articulation avec l'article 6 qui, dans la version du texte présentée par le gouvernement, vient notamment augmenter les charges patronales sur les salaires compris entre 1 et 1,3 SMIC. Ils estiment alors que l'article 6 vient annuler l'effet positif de l'article 4. Mais avec ce que vous avez annoncé, c'est donc rassurant pour eux et je m'en réjouis. L'article 6 a été supprimé par nos collègues députés. Et si j'ai bien compris, les dispositions prévues de l'article 4 sont donc des exceptions à l'article 6. Ma question, envisagez-vous une réintroduction de cet article 6 lors de l'examen au Sénat? Pour l'apprentissage, vous y avez répondu, parce qu'effectivement, pour beaucoup d'entreprises, et notamment les petites entreprises, c'est extrêmement important. Comme vous l'avez dit, c'est une voie d'excellence pour beaucoup. Nous sommes fiers justement sur nos territoires de pouvoir les accompagner et vous nous avez rassurés. Merci. La parole à Annie Louéro. Merci Monsieur le Président et merci Madame la Ministre pour les réponses que vous nous avez déjà apportées. Moi je vais revenir sur l'article 6 et le reformatage donc des allègements généraux des exonérations de cotisations. Pour nous c'était une bonne amorce et nous espérons y revenir au Sénat. Une question, pourquoi avez-vous fait le choix de maintenir les allègements à hauteur de 3,5 SMIC, 3 SMIC pardon, et de ne pas suivre les préconisations des différents rapports, et notamment celui de Bozio-Wasner, qui indique que les allègements n'ont pas d'impact sur l'emploi au-delà de 2,5 SMIC, ce que vous venez d'exprimer comme étant une de vos priorités. Et dans votre exposé, vous nous dites que vous êtes aussi attaché à ce que vous disent les entreprises, notamment au regard de la compétitivité. Mais vous avez aussi dit dans votre présentation que 80 milliards d'euros d'exonération, c'était beaucoup d'argent. Or, entre 2,5 et 3 SMIC, c'est 2 milliards d'euros seulement, qui feraient beaucoup de bien à nos comptes sociaux. Sur l'apprentissage, je ne reviens pas. Sur les jeunes entreprises innovantes, il est indiqué, enfin, certains rapports, notamment une étude de l'INSEE, indiquent l'effet positif de ce dispositif. Qu'est-ce qui motive cette suppression? France Digital déclare que cette mesure attaque la capacité des jeunes entreprises innovantes à financer leur amorçage. Donc, j'aurais souhaité avoir des éclairages là-dessus. Concernant la CNRACL, mais peut-être d'autres y reviendront. 4 points. Donc
donc, vous avez indiqué une augmentation des cotisations donc pour pallier à l'urgence, mais d'ores et déjà, nous savons que les collectivités locales, et notamment les départements, sont dans l'incapacité totale de payer ces 4% supplémentaires. Elles sont déjà exsangues, notamment les départements, sur les compétences obligatoires. Et concernant les hôpitaux, leurs déficits sont déjà abyssaux. Donc je ne vois pas comment, avec 2,8% d'ONDAM, ils vont pouvoir assurer cette prise en charge et faire face aux dépenses de santé nécessaires. Ma avant-dernière question concerne les AT-MP et en particulier la prévention. Certains voisins comme l'Allemagne consacrent 10% de leurs dépenses d'AT-MP à la prévention. Le taux d'effort en France dépasse péniblement 3%. La culture de la prévention n'est donc pas ancrée chez nous en France, avec des conséquences parfois tragiques, puisque lors de l'étude que nous avons pu faire avec Madame Richer, nous avons un nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles, surtout de maladies professionnelles d'ailleurs, important, mais aussi des sinistres mortels qui pourraient être évités si l'effort en faveur de la prévention était accentué. C'est pourquoi donc notre rapport préconisait un choc d'investissement inédit en matière de prévention afin que l'investissement associé représente à terme 7% des dépenses de la branche et financièrement, nous pouvions nous le permettre. Partagez-vous ce constat que nous avons fait dans notre rapport concernant ce sous-investissement en matière de prévention, en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles, et quelles mesures souhaitez-vous mettre en œuvre à l'échelle de la branche ou au sein des entreprises afin d'y remédier et de faire de la prévention une priorité. Dernière question, rapidement, concerne le taux d'incapacité permanente. Donc, nos travaux avec Marie-Pierre Richer avaient conduit à démontrer que le barème d'évaluation du taux d'incapacité permanente était obsolète. Donc, très rapidement, est-ce qu'il est envisagé une actualisation de ce barème qui avait été entrepris il y a 8 ans et qui est au point mort depuis? Merci. Merci. Je donne maintenant la parole à Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, donc vous avez répondu déjà à beaucoup de questions. Concernant l'apprentissage, ma collègue Corinne Boursier l'a posé et vous nous avez effectivement rassuré, puisque l'apprentissage, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui est vraiment bénéfique. On est passé de 400 000 à 1 million. Concernant aussi les exonérations, vous nous avez dit que bien sûr, il faut faire un effort, mais il faut conserver la compétitivité des entreprises et vous serez vigilante là-dessus. Donc, je poserai 2 questions à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu concernant le RSA. Donc, le RSA, de nombreux départements ont eu une expérimentation et on a vu que ça a été dit, le retour à l'emploi de certaines personnes éloignées. Bien sûr, avec le travail en synergie avec le conseil départemental, avec France Travail, avec les missions, avec Cap Emploi, ça a été dit. Mais cette loi de 15 heures, qui est pour nous une bonne loi, mais avec la contrainte budgétaire que vous avez, est-ce que vous allez pouvoir mettre en place les accompagnements suffisants, puisque vous avez dit qu'en Allemagne et dans les pays du Nord, il y avait davantage de conseillers par demandeur d'emploi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très important pour aller vers le plein emploi. Moi, j'ai visité France Travail avec des gens très motivés, mais il faut quand même suffisamment de personnel pour pouvoir accompagner les gens loin de l'emploi. Et deuxième question, c'est concernant les petites retraites. C'est vrai que j'ai rencontré des syndicats de retraités et lorsqu'on a une retraite qui est inférieure, disons, vous allez augmenter la SPA et puis les allocations minimum, mais lorsqu'on a une retraite au niveau du SMIC, eh bien, si on n'est pas propriétaire, on a des difficultés pour vivre et je pense qu'il faudrait peut-être indexer des retraites
les retraites plus importantes que le minima. Merci. Allez. Monique Lubin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, beaucoup d'entre nous vous ont déjà parlé, comme vient de le faire notre collègue Chassaing, des bénéficiaires du RSA. Moi, je voudrais savoir comment vous pensez articuler les choses dès lors que les départements vont devoir, selon le gouvernement, contribuer à hauteur de 5 milliards d'euros à l'effort budgétaire que doivent porter, qui doivent être portés sur le projet de loi de finances en cours d'examen. Comment vont-ils pouvoir s'acquitter de leurs obligations alors qu'on va leur demander ce genre de sacrifice? Je voudrais aussi dire, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pendant les débats, je l'espère en tout cas, que cette loi que mon collègue vient de qualifier de bonne loi, qui parle des 15 heures pour les bénéficiaires du RSA, lorsqu'on entend aujourd'hui sur le terrain les choses telles qu'elles se présentent, comment les professionnels nous les présentent, et comme d'ailleurs vous venez de nous les présenter, il ne s'agira pas d'insertion professionnelle à proprement parler, parce qu'on sait que ceux qui aujourd'hui sont au RSA, pour la plupart, sont très éloignés de l'emploi et ne peuvent pas entrer directement. Il s'agit de mesures d'accompagnement dont je voudrais dire qu'elles sont depuis longtemps portées par les départements qui, au moins, ont appliqué le I de insertion. Voilà. Il n'y a rien de nouveau et je considère que cette loi, elle a été faite pour faire plaisir à certaines, comment dire, à certains mouvements qui voulaient absolument qu'on mette les bénéficiaires du RSA au travail. Il s'agira en rien de 15 heures de travail. Bref, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. La même question se pose pour les missions locales dont les moyens devraient baisser, si on a bien compris, de 140 millions d'euros. Et enfin, ça a été dit aussi, France Travail devrait perdre une part significative de ses moyens humains. Comment vont-ils pouvoir s'adapter et pour accompagner le choc de la mise en place des expérimentations, du développement des moyens nécessaires aux expérimentations, leur accompagnement, la gestion du partenariat, ainsi de suite. Deuxièmement, le journal Mediapart, France Travail, plus de sous-traitance et moins de services publics du 3 septembre 2024, rappelle qu'entre 2018 et 2023, Pôle emploi a fait exploser le recours à la sous-traitance pour ses missions d'accompagnement. De 250 millions d'euros de budget en 2018, celui-ci est passé à 550 millions d'euros en 2022, puis à 650 millions d'euros en 2023. Avec France Travail, une nouvelle externalisation massive serait prévue. Un accompagnement dédié à la reprise rapide d'emploi va être sous-traité à des opérateurs privés. D'une durée de 6 mois, ce parcours concernerait entre 700 000 et 900 000 demandeurs et demandeuses d'emploi chaque année. À 448 € la facture par usager, le montant total oscillera entre 313 et 403 millions d'euros par an. Actuellement expérimenté dans plusieurs agences, ce dispositif a déjà coûté 36 millions d'euros à France Travail. Pouvez-vous nous confirmer cela? Et si c'est le cas, comment pouvons-nous expliquer que l'on baisse le nombre de salariés de France Travail et que l'on externalise pour des coûts aussi élevés et avec, il faut bien le dire parce que nous le connaissons tous partout dans nos départements, avec des résultats qui sont loin d'être probants. Dernière chose, le PLFSS prévoit de soumettre les apprentis à la CSG et à la CRDS au-delà de 50% du SMIC. Est-ce une mesure propre à encourager l'entrée dans l'apprentissage? Très bien, merci. Nous continuons avec Solange Nadille. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour vos premiers propos et vos premières réponses. Je souhaiterais vous interroger sur l'article 6 du PLFSS. Cet article concerne une refonte générale des cotisations patronales, mais par ricochet, il impactera le dispositif de la LODEOM. Or, ce dispositif d'exonération est absolument nécessaire aux Outre-mer, puisqu'il sert à compenser les handicaps liés à l'insularité et à l'éloignement. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu économique pour favoriser les investissements en Outre-mer, cela revêt aussi un enjeu en matière d'emploi et de vie chère. On en parle actuellement. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté des amendements visant à pérenniser le dispositif actuel pour ne pas être pris de court par cette réforme et ont renvoyé ce débat à l'examen du PLFSS 2026.
Vous avez indiqué qu'une mission conduite par l'IGF et l'IGAS était en cours et que ses conclusions devraient être connues cette semaine. Je souhaiterais donc savoir, Madame la Ministre, si vous avez des éléments nouveaux à nous communiquer à ce stade, en particulier sur la version du texte qui arrivera demain au Sénat. Cette réforme suscite en Outre-mer des fortes inquiétudes. Je compte donc sur vous. Je vous remercie. Merci. Nous continuons maintenant avec Marion Canales. Pardon. Merci. Madame la Ministre, à compter de janvier prochain, les règles qui permettent aux missions locales d'accompagner des jeunes dans le cadre du CEJ ou du PACEA changent et ces deux dispositifs qui sont mis en œuvre par les missions locales leur permettent d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi mais également, et notamment en ce qui concerne le PACEA, de lever les freins à l'emploi dont on a déjà parlé. Mais ces dispositifs ne seront plus accessibles qu'aux jeunes inscrits à France Travail. Or, seuls sont inscrits à France Travail les jeunes déclarant être en recherche d'emploi ou ayant les prérequis administratifs. Et de ce fait, l'accompagnement préalable, parfois très long, pour lever des freins à l'emploi, sur la mobilité, sur le logement, notamment dans des territoires plus ruraux, qui est réalisé par les missions locales en amont, ne pourra plus être réalisé dans le cadre du PACEA. Donc j'aimerais savoir si vous avez l'intention quand même d'essayer de regarder ces difficultés-là. Et puis de sous-traitance, il en a été question par ma collègue Madame Lubin sur France Travail. Moi, j'aurais voulu avoir une petite mise à jour de l'engagement qui avait été celui de votre prédécesseuse, Madame Vautrin, concernant les sous-traitants et notamment les travailleurs intérimaires et les risques professionnels de ces travailleurs intérimaires, puisque on a l'habitude de dire qu'au-delà des caractéristiques individuelles, les femmes, les jeunes, les ouvriers, au-delà des effets sectoriels, la restauration, le bâtiment ou le médico-social, on en a déjà parlé, le risque d'accident du travail est accru pour les salariés qui exercent notamment ces fonctions d'intérimaires et pour souvent des sous-traitants. Merci beaucoup. On continue avec Patricia Demas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour les réponses que vous avez apportées. Je vais revenir sur le volet de l'apprentissage, mais sur un secteur particulier qui est celui de l'Erasmus, de l'apprentissage. Nous avons voté en décembre dernier sur une proposition de Jean Arthuis, et j'ai eu le plaisir d'être rapporteur de cette loi, une proposition de loi qui visait à lever les freins sur l'Erasmus et la mobilité des apprentis au niveau européen. Aujourd'hui, seulement 2% des apprentis en France ont une mobilité européenne bien en deçà des cursus universitaires. Alors ma question, elle est simple, Madame la Ministre. Que pensez-vous de ce dispositif et quelles solutions envisagez-vous pour motiver et accompagner les CFA? Près de 43 sont encore en projet pilote pour la deuxième année sur l'impulsion de Jean Arthuis. Mais ne pensez-vous pas que ces coupes budgétaires pourraient ralentir cette dynamique attendue et à la fois par les entreprises, mais aussi par les apprentis qui, justement, voient dans l'apprentissage une voie d'excellence qui pourrait être finalisée et complètement bonifiée par un cursus aussi à l'étranger, comme les autres cursus, y compris universitaires. Je vous remercie. Très bien. Maintenant, la parole à Raymond Poncet-Monge. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, bon, moi, un petit peu rapidement maintenant, parce que j'ai une audition que je voudrais suivre à 18h. Je voulais revenir quand même sur le point de sortie des allègements, quand même, des allègements. Vous dites, la Fédération professionnelle industrielle, je vais mettre nous dit qu'il ne faut surtout pas toucher à la suppression notamment des bandeaux famille et santé. Je mettrai une petite touche humoristique. Est-ce que c'est cette Fédération professionnelle industrielle qui nous avait promis 1 million d'emplois avec le CICE, auquel cas elle nous dit qu'elle va détruire des emplois qu'elle a en grande partie pas créés. Mais ce que je voudrais dire au-delà de ça, moi j'ai une forte conviction qu'au-delà de 2 SMIC, effectivement, c'est un effet d'aubaine, mais les économistes les plus libéraux, ceux qui ont poussé au CICE, le disent aujourd'hui.
On vous l'a dit dans le rapport de la CAE, Stop ou encore, Monsieur Seth, pour ne pas le nommer, Monsieur Lorty, tout le monde, tous les économistes qui ont poussé à ça disent effectivement, à partir de 2 SMIC, même pas 2,5, il n'y a aucun effet emploi, c'est-à-dire il y a une élasticité nulle. Et ils disent non seulement ça, mais ils disent qu'il n'y a pas d'effet de compétitivité. Donc ça, c'est martelé. Et à partir de 2 milliards, quand même, ma collègue disait à partir de 2,5, mais à partir de 2 SMIC, pardon. À partir de 2 SMIC, c'est 8 milliards qu'on peut économiser. 8 milliards qui sont totalement un effet d'aubaine. Alors moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous ne voulez pas vous attaquer au bandeau, vous ne voulez pas vous attaquer, et vous vous attaquez au SMIC, où là, je dirais quelque part, vu la densité de population au SMIC, vous avez parlé de 20%, mais je crois que c'est plutôt 17%, vu cette densité, on ne maîtrise pas tout à fait, et notamment dans certains secteurs, les effets emploi. Par contre, on sait très bien voilà, que vous pouvez toucher tout en haut du SMIC sans pénaliser ni l'emploi ni la productivité. Alors, et je rappelle, parce qu'il le rappelle aussi, que depuis le CICE, qui n'a absolument, dont l'évaluation est terrible en termes de milliards dépensés et d'effets emploi, vous avez fait la baisse des impôts de production. Donc les services, les branches industrielles ont les impôts de production. Donc vous pouvez enlever autre chose, ça ira. Je pense que ça ira pour eux. Bien. Donc moi, j'aimerais une réponse là-dessus. Pourquoi vous ne touchez pas à partir de 2 SMIC et c'est là, je pense qu'il faut faire les économies. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout de la rapporteure sur le PLF emploi et travail, loin de là peut-être, mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut partir de l'analyse des besoins, tout ça. Vous avez eu une expérimentation de 40 entreprises, 40 départements, pardon, qui vous disent, c'est vous qui le dites, qu'il y a 40% d'amélioration, mais de l'insertion, mais par rapport à quoi? Par rapport à un accompagnement renforcé, par rapport à une baisse drastique des portefeuilles. Donc, à partir de là, puisque maintenant ça va généraliser, vous allez généraliser multiplié par 2,5, eh bien, il faut quand même estimer d'abord les conseillers nécessaires pour faire la même chose. Autrement, vous n'aurez pas les 40%. Je dirais même que je connais la métropole de Lyon, vu les moyens qu'ils ont mis, c'est normal qu'ils aient des résultats. Le problème qui se pose à eux, c'est maintenant, si c'est tout le monde, les 60% de RSA qui vont s'inscrire à Pôle emploi, etc., eux, ils estiment, pas que d'ailleurs, un ensemble de départements, qu'il faut compter 1 000 € par personne du RSA de ceux qui vont s'inscrire pour avoir ces conseillers, pour avoir les conseillers environnés, d'ailleurs. Pas. Donc voilà. Et là, vous faites le budget constant et vous dites, rendez-moi 500 emplois. Alors, je veux bien qu'il y en ait 700 qui traînaient depuis longtemps, mais si vous faisiez cette analyse des besoins, je pense que vous ne détruirez pas sauf, et ça a été dit, à admettre une externalisation. Et moi, je suis persuadée que la ligne d'externalisation va croître de nouveau. Encore une chose sur la retraite. Moi, j'aimerais savoir, si vous voulez, on dit il y a 6 mois, si votre article passe, les retraités ont perdu 6 mois. 6 mois, c'est une perte sèche, quoi. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel taux, à quel indice de revalorisation vous allez revaloriser au 1er juillet. Est-ce que vous allez revaloriser comme vous l'auriez fait au 1er janvier, c'est-à-dire, je crois, 2,1, ou si, en juillet, ça sera plus de 2,1, vous allez faire les 12 mois glissants. Ça peut paraître une question technique, Monsieur le Président, vous n'aimez pas les questions techniques, mais c'est une question, il y en a eu beaucoup, alors je me permets celle-là. C'est une question qui est importante parce que 12 mois glissants au 1er juillet, ça va faire un indice de revalorisation bien moindre qu'au 1er janvier. Et donc, du coup, les retraités vont payer 2 fois, la perte sèche et la perte par une revalorisation qui sera moindre. Et je termine sur les collectivités territoriales. Pour les hôpitaux, pour les hôpitaux, il y a 1,1 point d'Ondam qui est fléché sur la compensation des 4 points du CNRA. Donc vous allez le refaire l'année prochaine et de nouveau l'année prochaine. Mais je ne vois pas trace de votre engagement
de compensation pour les collectivités territoriales. Il est où la compensation, vous la mettez où? Dans la DGS? Dans quoi? J'aimerais une réponse. Merci. Merci beaucoup. On continue avec Annick Petrus. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, d'être aujourd'hui en présence de la Commission et merci pour vos réponses. Ma question souhaite souligner l'importance cruciale des missions locales dans l'accompagnement des jeunes vers l'emploi, particulièrement dans les territoires ultramarins où les défis sont considérables. À Saint-Martin, le taux de chômage des jeunes dépasse les 30%, illustrant une situation particulièrement alarmante. Les missions locales jouent un rôle indispensable en prenant en compte à la fois les freins professionnels et les obstacles périphériques à l'emploi. Bien que la cible des 200 000 contrats d'engagement jeunes soit maintenue, on constate une diminution des crédits de paiement alloués aux missions locales, passant de 632 millions d'euros en 2024 à 490 millions d'euros, accompagnée d'une évolution du rythme de versement des crédits, un effort jugé absorbable par le ministère. À partir du 1er janvier 2025, les missions locales auront la responsabilité d'inscrire les jeunes à France Travail et de les orienter vers le parcours le plus adapté, conformément à la loi pour le plein emploi. Cependant, comment garantir que ces structures auront les moyens nécessaires pour remplir exactement leur mission, surtout avec des ressources en diminution? Face aux défis croissants, tels que l'évolution des modalités d'engagement pour les jeunes à la transformation du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, comment comptez-vous accompagner les missions locales pour qu'elles continuent à soutenir les jeunes de manière efficace et adaptée, en particulier dans les régions où le taux de chômage des jeunes est particulièrement élevé et préoccupant? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je continue avec Sylvana Silvani. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vous poserai qu'une seule question sur un seul sujet, celui de l'assurance chômage des travailleurs frontaliers. Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure. Je viens pour ma part d'un département où nous avons la chance d'avoir 2 frontières, avec des milliers de salariés qui traversent la frontière tous les jours pour aller travailler, en particulier au Luxembourg. Mais parfois, ils se retrouvent sans activité professionnelle. En 2023, 77 000 allocataires étaient indemnisés par l'assurance chômage en France alors qu'ils ont travaillé et cotisé dans un pays frontalier. Sur les presque 2,5 millions de chômeurs indemnisés, c'est peu. Mais c'est 50% de plus par rapport à 2011. Et en raison des écarts de salaire, en particulier avec la Suisse, mais aussi le Luxembourg, l'impact sur la santé financière du système est lourd, faute de compensation suffisante. Donc, compte tenu des écarts de salaire avec ces pays, l'UNEDIC, dans son rapport, relève que les allocataires frontaliers sont en moyenne mieux indemnisés que l'ensemble des allocataires. En principe, un système de compensation financière par les États dans lesquels les travailleurs frontaliers ont cotisé est prévu par la réglementation européenne. Mais selon les gestionnaires du régime, les dépenses à la charge de l'UNEDIC sont très supérieures au remboursement. En 2023, le surcoût pour l'UNEDIC, vous l'avez évoqué tout à l'heure, atteignait 803 millions d'euros et le cumul depuis 2011 des dépenses d'indemnisation des frontaliers sur cette période s'élève à 9 milliards d'euros pour les 4 principaux pays, sur 59,3 milliards d'euros d'endettement global fin 2023. En outre, à noter que le Luxembourg bénéficie d'une dérogation sur les remboursements versés à la France. Ils sont limités à 3 mois, quelle que soit la durée d'activité correspondante, alors que pour les autres pays, elle peut aller jusqu'à 5 mois si le frontalier a travaillé 12 mois dans les derniers 24 mois. Dérogation que je ne m'explique pas. Toujours concernant le Luxembourg, en 2023, le surcoût pour l'UNEDIC s'élève à 137 millions d'euros.
Alors là, il ne s'agit pas, on a beaucoup parlé d'économie, là, il ne s'agit pas de faire des économies, mais de récupérer un dû à l'État. Parce que c'est intéressant aussi, quand on gère, d'aller chercher ces ressources-là. Donc, Madame la Ministre, ma question est extrêmement simple. Qu'allez-vous faire pour récupérer les millions manquants chaque année? Très bien, je continue avec Nadia Selegoub. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question n'est pas technique du tout. Je suis ici, pardon. Bonjour. Simplement pour vous dire que je comprends très bien que rien n'est arbitré, on est en pleine période de débat budgétaire. Mais malgré tout, il y a une immense inquiétude qui arrive de tous les établissements d'enseignement professionnel et dans le milieu de l'apprentissage. Ces annonces de coupe sombre dans l'apprentissage génèrent une grande inquiétude chez les jeunes qui pensent dès maintenant à se diriger vers peut-être ailleurs, et puis chez les professeurs qui sont très inquiets. Donc peut-être que même si c'est pas arbitré, ou si vous pouviez envoyer quelques messages pour rassurer tout le monde, moi j'ai beaucoup d'alertes, et en particulier aussi les écoles de production. Savoir s'ils seront impactés, parce que j'en ai dans mon département qu'on a porté, et ils sont très inquiets. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pour terminer, à Sophie Romagny. Merci Monsieur le Président. Je ne prendrai pas des minutes inutiles puisqu'effectivement la question de l'apprentissage soulève énormément d'inquiétudes. Peut-être est-ce qu'on pourrait réfléchir à travailler ce budget un peu dans la dentelle. Alors je sais bien qu'on n'a pas forcément les moyens en temps et d'y réfléchir posément. Je sais que le budget a été fait très rapidement, mais je pense qu'on est tellement sur le fil du rasoir qu'on ne peut pas s'épargner de faire de la dentelle si on veut que les équilibres tiennent. Et sur l'apprentissage, est-ce qu'on peut réfléchir à une manière d'harmoniser je pense que les besoins des entreprises ne sont pas les mêmes que l'on soit artisan boulanger ou que l'on soit dans une grosse entreprise pour l'apprentissage. Et ces 8 000 euros qui sont passés à 6 000 euros, qui pourraient passer à 4 000 euros, n'ont pas le même impact pour nos artisans ou pour nos toutes petites entreprises que par rapport à des entreprises qui ont pignon sur rue et dont l'avantage de l'apprentissage est de faire monter en compétences plus que de trouver aussi une aide dans leur quotidien. Et je pense que ça, on doit être capable aujourd'hui de l'ajuster et d'être précis sur ces aides. Parce que la coupe drastique pour tout le monde, je pense qu'on va modifier profondément ces équilibres. Et de la même manière que le budget des missions locales. On en avait déjà parlé, Madame la Ministre, mais j'insiste sur le fait que les missions locales n'ont pas forcément les mêmes budgets et les mêmes besoins, qu'elles agissent en milieu urbain ou qu'elles agissent en milieu rural. Ça a été évoqué par la sénatrice Petrus juste avant, mais c'est important de pouvoir aussi aller dans la dentelle sur le milieu rural. Les SEIG demandent un certain nombre d'heures d'ateliers. Ça veut dire que en milieu rural, et je dis ça parce que j'étais vice-présidente d'une mission locale exclusivement rurale, il faut aller au plus près de nos jeunes, aller chercher des salles et louer des salles sur le budget de fonctionnement, j'entends du coup, aller louer plein de salles à différents endroits pour dispenser un maximum d'ateliers dans des zones extrêmement éparses. Et quand on veut lutter contre le frein à l'emploi chez les jeunes en milieu rural, qui sont le frein à la mobilité, le frein à la santé, les freins au logement, et que les missions locales doivent bouger ces lignes de frein et accéder au plus près des jeunes pour dispenser ces ateliers, alors le besoin de fonctionnement des missions locales en milieu rural est plus important que là où il y a de la mobilité et là où les jeunes peuvent facilement venir faire des ateliers. Donc là aussi, si on pouvait se pencher sur la question pour faire dans la dentelle, je pense que ce ne serait pas du luxe. Merci beaucoup. Voilà, Madame la Ministre, après notre spécialiste de la dentelle, je vous donne la parole. Permettez, mesdames et messieurs les sénateurs, on va plutôt procéder par grande thématique plutôt que de répondre à chacune. Et si en m'efforçant vraiment de répondre à toutes et à tous, on va peut-être commencer par les jeunes.
en englobant les questions apprentissage, contrat engagement jeune, école de production, mission locale pour la problématique jeunesse. Donc sur l'apprentissage, comme je le disais, juste pour qu'on ait les grandes dimensions, donc on est entre 14 et 15 milliards d'euros aujourd'hui de chiffrage public, dont 4 milliards sur les aides à l'embauche et 10 milliards sur les coûts contrats, le financement de la formation. Aujourd'hui, l'effort il va porter sur l'aide aux embauches. Aujourd'hui, c'est 6 000 euros. Et on veut non pas arrêter. Ça, c'est un premier point. Arrêter pour personne, ce sera arrêté pour personne aussi. Ça, c'est un autre point que je veux dire ici. Je vous ai dit ma préférence de ne pas moduler en fonction du niveau de diplôme parce que je pense que ce serait un message qui ne serait pas bon donné à la jeunesse. Et pour tout vous dire, moi j'aimerais plutôt discuter avec les parlementaires, les fédérations professionnelles, mais aussi les collègues ministres qui sont aussi impactés de l'enseignement supérieur, du CNAT et autres, une segmentation en fonction de la taille des entreprises. Je vous le dis, il faut ensuite prendre en compte la lisibilité, la simplicité du dispositif, mais moi je suis sensible au fait que effectivement un artisan du bâtiment n'a pas les mêmes contraintes de trésorerie et non plus les mêmes traditions de compagnonnage et de transmission qu'une entreprise de service, quoi, tout simplement. Donc ça c'est quelque chose à laquelle je suis ouvert. Sur la question des 14 milliards, donc je vous ai dit, il y a 10 milliards, c'est le financement de la formation, ce qu'on appelle les coûts contrats. Je pense que là, c'est une concertation que j'aimerais ouvrir avec les acteurs de la compétence, les régions, les partenaires sociaux, parce que je pense qu'il y a des marges de progrès en pilotant mieux par la qualité. Voilà, donc peut-être en orientant mieux les jeunes et les familles en fonction du taux d'insertion, de rémunération attendue, du taux de rupture, du taux d'abandon aussi. Je pense que ça, ce sont des indicateurs qui valent la peine d'être plus connus avant de pouvoir faire le choix, parce que j'entends aussi, moi, des employeurs qui me disent on a parfois l'impression qu'il y a certaines écoles qui font du remplissage. Donc, il faut aussi se dire les choses, et donc elles font du remplissage avec de l'argent public. Donc on est là pour aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail, pas à aider tout un secteur par du financement public. Je pense aussi, mais ça ce sera à laisser aussi au débat public, il y a peut-être un moment donné où il faudra qu'on se pose la question de flécher peut-être les coûts contrats aussi en fonction des besoins de main-d'œuvre des entreprises. On voit que sur les impératifs d'industrialisation, il nous manque sur tous les métiers de qualification, du soudeur, en passant par l'agent de maintenance, au technicien, jusqu'à l'ingénieur ou au doctorant, des personnes. Et est-ce que, à un moment donné, vu à la fois les impératifs de réindustrialisation, de transition écologique, de numérique et les montants engagés, il ne faudrait pas plus flécher par de l'incitation les coûts contrats sur ces besoins qu'aller sur les besoins des entreprises. Moi, je pense que c'est une discussion qu'on doit aussi avoir. On pourrait ne pas l'avoir si on n'avait pas cette inadéquation entre la main-d'œuvre et les besoins des entreprises. Or, elle existe. Donc, il y a un besoin à un moment donné, à la fois par une meilleure information sur l'insertion professionnelle et les rémunérations attendues, et peut-être sur des incitations financières à faire pour faire mieux correspondre le profil de compétences de la population et des travailleurs aux besoins des entreprises et à leurs besoins de monter en gamme. Sur la question, une question m'a été posée sur l'exonération CSG-CRDS. Vous avez raison, Madame la sénatrice, de me poser cette question parce que je vous avoue que je ne suis pas très confortable avec cette mesure. Voilà. Je trouve qu'elle aboutit à une baisse du pouvoir d'achat de l'apprenti, quel que soit son niveau de qualification. On pourrait peut-être trouver, lors de la discussion parlementaire, d'autres leviers. Je vous le dis, ou un amendement comment ? Ou un amendement ministériel. Voilà, ou un amendement ministériel. Mais en tout cas, moi, je vous dis, c'est une proposition avec laquelle, autant je suis très confortable avec des réductions budgétaires, celle-ci, je suis moins confortable parce que ça va aboutir très concrètement à des baisses de pouvoir d'achat net, quel que soit le niveau de qualification de l'apprenti. Et ce n'est pas un message qu'on donne,
un bon message qu'on donne aujourd'hui à notre jeunesse. En ce qui concerne les missions locales, Madame la sénatrice, vous avez dit que le budget est passé de 637 millions d'euros à 480 millions d'euros. Moi, j'ai une autre information que j'ai fait vérifier qui est de 600 millions d'euros. On passe de 637 à 600 millions d'euros. Ça reste toujours 2 fois supérieur au montant alloué aux missions locales en 2019. Donc ça donne aussi une idée de l'effort considérable qui a été mené pour les missions locales. Et j'ai eu l'occasion de m'en expliquer lors de la grande réunion nationale des missions locales qui s'est tenue au Havre il y a de cela 3 semaines. On maintient donc le dispositif à 200 000 des contrats engagement jeunes. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame la sénatrice, qu'il va falloir qu'on fasse de la dentelle en fonction des missions locales, parce qu'elles ont des coûts de fonctionnement eu égard aux problématiques de mobilité en particulier, qui peuvent être différents pour mieux servir finalement les jeunes de leur bassin de vie. Les écoles de production ne sont pas touchées par l'apprentissage et on y croit. Chaque fois que je fais des déplacements, j'essaie d'aller voir des écoles de production. C'est ce que j'ai fait lorsque j'étais dans les départements du Nord. C'est un modèle absolument incroyable. Les EPID, les écoles de production, c'est vraiment des modèles qui marchent. Et là, les crédits vont être augmentés de 17%. Donc on y croit. On y croit. Et si on peut aider aussi à la mutualisation, et ça on y travaille avec les régions, de la mutualisation des plateaux techniques pour pouvoir les faire circuler entre différents départements, notamment ruraux, ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder. Sur la question, donc j'ai répondu sur la jeunesse, sur la question des bénéficiaires du RSA. Je voudrais quand même donner quelques chiffres sur le profil aujourd'hui des bénéficiaires du RSA en me basant sur une étude de la DARES qui date d'il y a 2 ans mais qui reste finalement à peu près la même pour vous donner aussi une appréciation partagée de combien certains nombres sont éloignés, voire très éloignés du marché du travail, puisque aujourd'hui vous avez ceux qui sont bénéficiaires du RSA datant de moins d'1 an, il y en a 25%. Entre 2 et 5 ans, c'est 25%. 5 et 10 ans, 21%. Et plus de 10 ans, 14%. Donc on voit que 25% sont aux bénéficiaires du RSA depuis moins d'1 an. Donc ils ont été proches d'une expérience souvent professionnelle, mais on a quand même 35% de bénéficiaires du RSA qui le sont depuis plus de 5 ans, donc 14 depuis plus de 10 ans. Donc l'accompagnement qui est proposé dans ces expérimentations, c'est un accompagnement multidimensionnel, comme je l'ai dit, avec un premier 360 où la personne est reçue et par un conseiller France Travail et par un conseiller départemental et qui, en fonction du profil de la personne, et on voit que les profils peuvent être différents, vont proposer un accompagnement de 3 types, soit purement professionnel qui ressemble à celui finalement de France Travail pour un demandeur d'emploi France Travail. Ça peut être typiquement le cas des personnes qui ont été bénéficiaires du RSA pour moins d'1 an. Socio-professionnel parce qu'il y a à la fois de l'immersion courte, du CV amélioré et puis des sujets tels que la garde d'enfants. Et puis quelque chose de plus lourd qui est l'accompagnement social et qui liés à la maladie, liés au handicap, liés aux accidents de la vie, qui font que, effectivement, cette personne ne pourra pas immédiatement revenir dans l'emploi, mais être simplement dans une démarche de socialisation peut aussi permettre à la personne de gagner de l'estime de soi. Et en ce qui concerne, si vous voulez, les expérimentations, je pourrais partager avec vous les résultats des expérimentations, mais 40% des bénéficiaires de ces expérimentations ont accédé au moins une fois à un emploi 6 mois après l'entrée dans un parcours et 54% 12 mois après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc on voit qu'il y a sans doute, pour en avoir discuté avec 2 présidents de conseil départemental de configurations très différentes, vraiment une capacité notamment à faire revenir rapidement vers l'emploi des personnes qui ont basculé vers le RSA sans attendre qu'elles y soient trop durablement. Donc c'est pour ça que ce déploiement vaut le coup. Ensuite, je ne pense pas que c'est le moins 1% de ETP de France Travail qui va mettre
mettre à mal, si vous voulez, le déploiement. Par contre, je pense que la loi plein emploi a simplement fixé le principe de l'intégration des bénéficiaires du RSA et de cet accompagnement. Maintenant, il faut que la montée en charge à partir du 1er janvier, à la fois au niveau de l'accompagnement, du droit et des devoirs, eh bien, elle soit progressive, tout simplement, et dans notre capacité ensuite, avec France Travail et moi-même, de pouvoir vous rendre des comptes sur comment ce déploiement se passe. Voilà pour ces questions-là. Sur l'article 6 et Bozio-Vasmer. Sur l'article 6 et Bozio-Vasmer. Moi, j'entends qu'il faudrait faire plus et réduire à 2,5, voire 2. Aujourd'hui, on a des exonérations qui vont jusqu'à 3,5 SMIC. Donc là, on est en train, dans cette proposition de l'article 6, qui n'a pas été voté par l'Assemblée nationale, eh bien, de descendre à 3. Moi, je reste quand même sensible à la question, bien que malgré les dénégations ici, de la compétitivité. C'est pas que ça va détruire de l'emploi, mais c'est juste qu'on risque de ne pas créer plus d'emplois de ce type à cause de la baisse des exonérations. Moi, je reste sensible au fait qu'on a aujourd'hui, pour ce type de profil, 3 SMIC, des profils d'ingénieurs qui sont sensiblement plus chers en France qu'ils ne le sont dans des pays équivalents et voisins. Et quand vous regardez les palmarès d'attractivité des investissements étrangers, des investissements, on est premier, on a amélioré les choses. Mais nos premiers concurrents en matière d'attraction des investissements, c'est des pays comparables, et c'est notamment l'Allemagne, la Suisse et d'autres pays de ce type. Donc je pense que c'est un dosage entre ne pas détruire de l'emploi. Pour le coup, il y aura de la destruction. Il peut y avoir un risque de destruction d'emploi sur les faibles salaires, le travail peu qualifié, sur les salaires plus élevés. On risque d'être sur de la non-création d'emplois, là où on a quand même besoin de continuer à monter en gamme et de réindustrialiser le pays. Mais voilà, le débat sera aussi ouvert dans l'hémicycle du Sénat. Ça, c'était pour l'article 6. Pour les transfrontaliers, écoutez, c'est effectivement, vous avez raison, madame, un dispositif qui est très cher aujourd'hui. Pour 77 000 transfrontaliers, 800 millions d'euros de déficit de l'UNEDIC. Il y a vraiment 3 leviers sur lesquels on va travailler. L'évolution de l'offre raisonnable d'emploi, l'accompagnement des agences transfrontalières France Travail pour accélérer la reprise de l'emploi par les demandeurs d'emploi transfrontaliers. Et il y a un levier soit bilatéral, soit européen. Il y a un levier européen qui nécessite l'unanimité. On a une réunion des ministres du Travail européen début décembre à Bruxelles. On va également s'attacher à sensibiliser la présidence et également d'autres pays qui sont concernés, à des degrés moindres que la France, mais qui sont concernés par cette question des transfrontaliers. Je voyais une homologue ministre de la Roumanie ce matin qui peut aussi avoir les mêmes problématiques. Et puis, il y a des sujets bilatéraux. Vous avez mentionné la question du Luxembourg qu'on va regarder. Mais ça, je pense que c'est un sujet au long cours qui n'a pas été traité et qui, aujourd'hui, au vu des déficits, du coût, au vu des marges de manœuvre qui existent ici en France, sans penser à ce qui peut être fait en relation bilatérale avec nos partenaires européens, nécessite une action très forte. Et donc, vous pouvez compter sur moi pour l'engager. Voilà pour les questions. Sur l'ODEOM, le rapport va être, ma compréhension c'est que le rapport sera remis la semaine prochaine. Et donc, on pourra en rediscuter. Je sais que c'est un vrai sujet d'inquiétude. Et donc, à votre disposition, Madame la sénatrice, pour en discuter sur la base de ce rapport. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui...
Non, merci bien. Ça fait un gros tour d'horizon, 2 heures d'audition. Donc, merci. Ah oui, sur la CNRACL, parce que c'est important, parce que c'est en plus un sujet qui vous intéresse particulièrement. Moi, je voudrais donc rappeler quand même, hein, c'est une caisse qui, en 2030, si on ne fait rien, représente un déficit de 10 milliards d'euros et qui, sur l'ensemble de la branche vieillesse, représente 10 milliards de déficit pour une branche vieillesse qui présentera un déficit de 14 milliards. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'on a un déséquilibre démographique considérable sur cette caisse qui n'est absolument pas tenable. Juste la caisse, hein, la CNRACL, à 2030, c'est un déficit de 10 milliards sur les 14 milliards de l'ensemble de la branche vieillesse. Ça vous donne une idée quand même de la difficulté. Des rapports d'inspection proposaient plus 10 de cotisations cette année et plus 8 étalés d'ici 2030. Nous, on a retenu une fourchette plus basse de 4 points cette année et 4 points l'année prochaine. Je pense qu'il... Comment ? Et 4 l'année suivante. Je pense qu'il faut qu'on ait cette discussion, mais en tout cas la soutenabilité de ce régime et je vois bien que ce n'est pas satisfaisant parce que ça a un impact sur l'ONDAM, mais il y a un vrai sujet de soutenabilité de cette caisse à la lumière de son équilibre démographique. Pour l'instant, on ne compensera pas. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous allons donc clore notre commission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.